Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le numéro 25 du magazine Le Figaro Histoire vient de paraître. Il propose un grand dossier dédié à ce que nous devons à la Grèce. De quoi passionner Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce numéro du Figaro Histoire s'ouvre sur un long article de François-Xavier Bellamy intitulé « Naissance de la philosophie ». Eh bien, je suis heureux que l'auteur puisse être des nôtres cet après-midi. C'est d'autant plus gentil de sa part que, pour tout vous dire, il est très demandé aujourd'hui. En effet, ce soir à 20h, François-Xavier Bellamy sera sur la scène de la salle Gaveau. Il y a des pianistes d'habitude. Eh bien là, il jouera les grandes gammes de la philosophie, si je puis dire, dans le cadre des rencontres du Figaro. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Thierry, qui va en savoir plus sur l'origine de l'expression « aller au violon ». Ah mais ça, c'est une origine amusante, vous allez voir. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec un grand monsieur que je rêvais depuis longtemps de vous présenter, Aristote. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement. L'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà ce qu'on peut lire dans la métaphysique. Aristote s'y fait comment dirais-je, il fait écho au point de départ de la démarche de toute une vie, observer, s'étonner, puis comprendre, progresser et, si possible, ordonner ensuite la connaissance. Nous sommes en présence d'un des grands philosophes de la pensée grecque, bien entendu, un des fondateurs de toutes les références qui sont les nôtres aujourd'hui, un homme d'une curiosité peu commune qui a fait de presque tout son sujet. La nature, les animaux, les hommes, tout semble l'avoir inspiré. On est loin de l'image du philosophe lunaire qui vivrait à l'écart et ne traiterait que d'idées abstraites. On peut dire qu'Aristote s'est véritablement frotté au monde et dès lors, le monde n'en a plus été tout à fait le même. Aristote est né vers 384 à Stagyre. Quand je dis 384, avant notre ère, bien entendu, près de la côte nord de la mer Égée. Cette cité grecque de Stagyre est située à un carrefour d'influence, puisque vous avez tout près de là la Macédoine, puissance montante de l'époque, et que, par ailleurs, on entretient à Stagyre de nombreux échanges avec les cités d'Asie mineure à l'est. La mère d'Aristote est originaire de l'île d'Eubée, une île qui est proche d'Athènes. Quant à son père, il descend d'une lignée de médecins et il va exercer une fonction importante puisqu'il officie auprès du roi de Macédoine, Amyntas III. C'est ainsi que le jeune Aristote a sans doute été amené à passer toute une partie de son enfance à Pella, dans la capitale du royaume macédonien. Je dis c'est ainsi qu'il a sans doute, etc. parce que évidemment, sur ce genre de personnage, vous allez voir, il n'est pas le seul. Les données biographiques font quand même singulièrement défaut. Comme le suggère Pierre Louis, Aristote connut une cour qui s'ouvrait peu à peu au raffinement de la civilisation hellénique. Il se plaisait d'autant plus au palais royal, donc de Pella, en Macédoine, qu'il partageait la vie des 3 fils du roi, surtout Philippe, de 2 ans son cadet. Très rapidement, naquit entre les 2 enfants une amitié qui devait s'avérer profonde et durable. Comme la plupart des épisodes de la vie d'Aristote, l'importance, le suivi de ce lien d'enfance avec le futur Philippe II de Macédoine sont aujourd'hui débattus, les historiens ne sont pas d'accord. Il n'empêche que si l'on regarde ce qui s'est passé par la suite dans sa vie, on peut effectivement penser qu'il avait des liens très proches avec Philippe. Quoi qu'il en soit, l'existence d'Aristote ne va pas tarder à connaître un bouleversement terrible, puisqu'il va perdre non pas 1 mais 2 parents. Il perd ses 2 parents très jeunes. Alors ça lui permet d'hériter, c'est vrai, d'une fortune importante. Il est recueilli par son beau-frère à Atarnée, qui est une cité qui se trouve sur la côte asiatique de la mer Égée. Et là, il continue à bénéficier d'une éducation soignée. On enseigne à Atarnée l'histoire, la rhétorique, la littérature, la gymnastique bien entendu, on est en Grèce et tout ça fait partie du quotidien d'Aristote. Déjà, on peut l'imaginer passant de longs moments à contempler tout ce qui l'entoure. Alors est-ce qu'il en parle déjà en marchant ? Ça je ne sais pas, on peut l'imaginer que ça vient aussi de cette époque.
Le temps passe, en tout cas. Aristote envisage bientôt d'aller poursuivre ses études ailleurs. Et c'est ailleurs, évidemment, ça n'est pas très difficile, ça va être Athènes. La ville n'est plus tout à fait aussi puissante qu'elle ne l'a été un siècle auparavant, mais elle reste un véritable phare de la connaissance. Arbitre des élégances intellectuelles, nous dit Pierre-Louis, la métropole exporte la production de ses écrivains et de ses savants au point que, comme le rapporte Xénophon, les barbares qui pillaient les navires athéniens échoués sur les côtes de Thrace ou d'Asie mineure en rapportaient des caisses de livres. Elle continue, cette ville d'Athènes, à séduire les hommes d'esprit et nombre de philosophes viennent y vivre et y enseigner. Elle attire la jeunesse studieuse de l'ensemble du monde grec et parmi tous ces jeunes savants, si je puis dire, un Aristote qui a 17 ans à peu près au moment où il s'installe là-bas. C'est un garçon de taille assez moyenne, il est sans doute mince, ses petits yeux vont devenir célèbres, il donne l'impression de tout scruter constamment. Alors, il ne va pas choisir n'importe quelle école. Non seulement il a choisi la ville d'Athènes, mais au sein d'Athènes, il frappe à la porte de l'école principale, celle que dirige un certain Platon et qui s'appelle l'Académie. Même si à ce moment-là, le maître est en déplacement à Syracuse, on verra pourquoi tout à l'heure, le jeune Aristote a largement de quoi être stimulé par sa nouvelle école. Il a l'occasion d'aborder là tous les sujets, des grands principes mathématiques, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, n'est-ce pas, jusqu'à l'étude des corps célestes, en passant par la question de l'immortalité de l'âme, de quoi étancher la soif d'un étudiant curieux, avide de saisir toute la complexité infinie du monde. C'est vraiment ce qui le passionne et ce qui l'intéresse. Vous aurez bien compris qu'à cette époque, on ne distingue pas vraiment les différentes disciplines. En fait, toutes se mêlent dans une même soif de comprendre le monde et de le mettre en système d'une certaine manière. Alors Platon rentre à Athènes un beau jour et il constate que parmi ses disciples, il y a vraiment un jeune homme très remarquable. Au bout de quelques années, un enseignement de rhétorique lui est même confié. Donc désormais, à l'école de l'Académie, on voit enseigner Platon et Aristote. Ça devait être quand même assez incroyable, vous imaginez. Et il y a une vraie estime entre les deux. Au cours du temps, un certain nombre d'indices suggèrent aussi une ambivalence dans leur rapport. Ça n'a peut-être pas toujours été aussi merveilleux qu'on pourrait le penser. Pierre-Marie Morel en donne un exemple. Le surnom « le liseur » que le maître donne à son élève et dont on ne sait s'il fait l'éloge de son assiduité ou s'il témoigne d'une sorte de condescendance reflète bien cette ambiguïté. Il y a sans doute une affection teintée d'agacement, probablement chez Platon. Il faut préciser qu'Aristote va prendre progressivement ses distances avec un certain nombre de théories platoniciennes, ce qui n'est pas interdit dans cette école où règne d'abord la liberté. Une chose est sûre, Aristote n'est pas seulement un bon élève de plus, c'est un esprit brillant, un esprit vif, surtout un esprit original, et le monde n'a pas fini d'entendre parler de lui. De la bande originale du film Jason et les Argonautes, composée par Bernard Herrmann. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose de faire plus ample connaissance avec Aristote et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous découvrons encore plus en détail la vie d'Aristote. Alors on l'a vu il y a un instant avec vous, Franck Ferrand. Aristote se distingue aux côtés de Platon. Il est brillant, vif, original. Et il est original et il va passer une vingtaine d'années quand même à l'Académie de Platon où il travaille à ses premières œuvres. Est-ce qu'il a lui-même participé à un certain nombre des dialogues de Platon? Vous savez que sur une quarantaine de dialogues, on pense que Platon, à coup sûr, n'en a écrit que 17. Donc on ne sait pas qui a contribué, comment, dans quelle mesure. Vous savez surtout que
dans l'immense masse des œuvres de tous ces grands auteurs, nous ne possédons plus maintenant qu'une part infime, vraiment un tout petit morceau de ce qu'ils avaient pu écrire. Alors, déjà, les champs d'études d'Aristote sont divers. Il s'intéresse à toutes sortes de sujets. La justice, bon là jusque-là on est très platonicien. L'âme humaine, tiens ça c'est plus étrange. L'amitié même. Il se lance aussi dans un certain nombre de querelles. Il se fait un nom dans ce qu'on pourrait appeler avec deux gros anachronismes l'élite intellectuelle d'Athènes. Vis-à-vis de Platon, vous avez remarqué déjà que des différences se manifestent. Le maître se voue à une quête des idées pures par rapport à des réalités qu'il juge de toute façon inférieures ou déformées. Elles ne sont en quelque sorte que le reflet d'un monde idéal. Aristote, lui, a tendance à adopter la démarche inverse. Il part du monde tel qu'il est. Il a une démarche qui serait en quelque sorte plus empirique. Il se dirige vers une étude encyclopédique du monde. C'est une approche moins théorique, en tout cas au départ. Il développe une méthode basée sur l'observation, avec la logique qui permet de tirer des enseignements de l'observation. Même si les opinions des deux philosophes divergent donc de plus en plus sur les grands sujets, Platon ne semble pas en tenir rigueur à Aristote. Deux esprits de cette qualité, même s'ils cessaient de penser à l'unisson, ne pouvaient devenir ennemis, dit Pierre-Louis. Peut-être même Platon était-il inconsciemment reconnaissant à Aristote de sa franchise et admirait-il son indépendance d'esprit. Aristote a rué contre nous comme les poulains ruent contre leur mère, a dit un jour Platon, ce qui trahissait plus d'amical regret que de réelle aigreur, nous dit Pierre-Louis. Il semble en tout cas qu'Aristote reste à l'Académie jusqu'à la mort de Platon. Platon a 80 ans lorsqu'il meurt en 348 ou 347. C'est à cette époque que le philosophe quitte Athènes. Il a 37 ans, lui. Il est donc un homme tout à fait mûr pour l'époque. Alors, pourquoi est-ce qu'il quitte Athènes ? D'abord parce que l'école est reprise par un neveu de Platon qui ne lui convient pas. Par ailleurs, ses attaches avec la Macédoine le font sans doute mal voir à Athènes, où l'agressivité du royaume du Nord suscite beaucoup d'inquiétude, à juste titre du reste. Aristote choisit donc de retourner à Atarnée, où il a passé une partie de sa jeunesse, rappelez-vous. Le tyran de cette cité s'appelle Hermias, et semble-t-il, c'est une vieille connaissance. Le philosophe cherche certainement à lui fournir un certain nombre de conseils dans une optique très platonicienne, là, pour le coup. Il fonde ensuite une sorte d'école à Assos, pas très loin d'Atarnée, puis sur l'île de Lesbos. Ce sont des années qui sont très importantes pour Aristote, parce que s'il continue d'enseigner, il écrit surtout et il médite, il fonde sa propre philosophie. Voilà à ce moment-là que le bruit court, que le roi de Macédoine cherche un précepteur pour son fils. Son fils a 13 ans, il s'appelle Alexandre. Ai-je besoin de vous présenter le futur Alexandre le Grand ? On raconte qu'un certain nombre de grands penseurs de l'époque se mettent sur les rangs, mais le choix de Philippe II s'arrête sur celui qui était son copain d'école, son ami d'enfance, devrais-je dire, Aristote. Peut-être est-ce là pour le philosophe l'occasion de peser sur le cours de l'histoire. Il se dit que là, il va être en présence de celui qui un jour sera un souverain. Et quel souverain ? Il ne le sait pas encore. Quoi qu'il en soit, Aristote s'installe avec son nouvel élève à l'écart de la capitale macédonienne. L'illustre philosophe fut pendant 3 ans, nous dit Pierre Briand, le précepteur d'Alexandre et d'autres camarades de son âge. En l'absence d'une documentation solide et claire, il est malheureusement délicat de mesurer l'influence qu'Aristote eut sur Alexandre. On peut tout de même penser que cette influence a été extraordinaire. C'est vrai que la rencontre entre ces deux géants de l'Antiquité est assez méconnue. C'est Plutarque décrit quand même souvent assez bien les faits. Il croit savoir, je le cite, qu'Alexandre eut pendant longtemps la plus grande admiration pour Aristote. Il ne l'aimait pas moins, disait-il, que son père, parce qu'il n'avait reçu de celui-ci que la vie, au lieu qu'Aristote lui avait appris à mener une bonne vie, une sorte de renaissance, en somme, à l'âge de la puberté. Il semble en tout cas que les rapports entre Alexandre et son tuteur et son précepteur n'aient pas toujours été idylliques. C'est à cette époque qu'Aristote apprend par ailleurs la mort de son ami Hermias, le tyran d'Atarnée, dont il épouse, peut-être à ce moment-là d'ailleurs, la fille adoptive qui s'appelle Pythias. Il a 43 ans lui, et la jeune Pythias a une vingtaine d'années de moins. Alors que la mission d'Aristote au service de la cour de Philippe II prend fin, il décide d'aller s'installer avec sa nouvelle épouse dans sa cité natale, à Stagire.
Malheureusement, c'est un nouvel épisode difficile qui va connaître une fin tragique puisque Pythias disparaît peu de temps après son mariage avec Aristote. Avant de mourir, raconte Pierre-Louis, Pythias demanda que sa dépouille fût plus tard réunie à celle de son époux. Celui-ci devait s'attacher à réaliser son vœu. Peut-on trouver meilleure preuve de l'amour réciproque qui les unissait? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de dormir pour l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aurait pas aimé. Les années passent, on peut penser qu'Aristote garde un grand désir qui est de revenir dans la capitale, dans la ville de toutes les attractions, dans Athènes bien entendu. Alors, après l'assassinat de Philippe II, donc on est en 336 avant notre ère, et la montée sur le trône de son ancien élève, le brillant Alexandre, Aristote se lance, il prend la route du sud pour le philosophe. On peut dire que c'est le début d'une toute nouvelle aventure athénienne. La vie riche d'Aristote, voilà l'histoire que vous raconte cet après-midi Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Il est né il y a 2400 ans exactement et aujourd'hui vous nous racontez son histoire, l'histoire d'Aristote. Effectivement, nous sommes donc à Athènes, Franck. C'est curieux parce que quand vous dites ça, 2400 ans, on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est tellement, tellement loin ». Et en vérité, Aristote est très proche de nous, ne serait-ce que parce qu'il a contribué, via un certain nombre de ses continuateurs, notamment au Moyen-Âge, il a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que nous verrons dans un instant avec François-Xavier Bellamy. On aurait pu penser, à partir du moment où Aristote rentrait donc à Athènes en 336, avant Jésus-Christ, on aurait pu penser qu'il allait retourner à l'académie, mais la douzaine d'années qui suit son départ d'Athènes a creusé ses divergences avec les continuateurs de Platon. Il se lance à ce moment-là dans une entreprise tout à fait nouvelle puisqu'il va créer sa propre école. Cette école, il l'installe sur un terrain qui est probablement au sud d'Athènes et qui est dédié au dieu Apollon lycien, le dieu loup, si je puis dire. C'est ainsi que la nouvelle école est baptisée le lycée. Après l'académie, le lycée, quand je vous dis que nous vivons dans tout ça. Et très vite, le philosophe se met à rassembler des collaborateurs de qualité pour un enseignement hors du commun. Pendant les 12 ou 13 années de son enseignement, nous dit Pierre-Marie Morel, Aristote donne à son école une organisation qui se caractérise par une distribution précise des activités scientifiques et par une utilisation méthodique de la littérature philosophique antérieure. Ça, c'est très important, on va y venir aussi. Selon certaines sources, Aristote aurait en fait dispensé deux types d'enseignements. Le premier, destiné à des disciples choisis, et le second, accessible à un plus grand nombre. Il semblerait que le matin, on ait fait des travaux pratiques très pointus avec des disciples, et que l'après-midi, on soit passé à des conférences plus ouvertes pour un plus grand public. Ceux qui fréquentent le lycée sont appelés les péripatéticiens. Alors ça vient juste, attention, ça ne vient que du terme grec se promener. Alors c'est la même origine que pour les péripatéticiennes, mais ça n'est pas la même conséquence. On sait en effet qu'Aristote donne une partie de ses cours en marchant, et il est entouré de ses disciples qui essaient de s'approcher le plus de lui pour bien entendre ce que dit le maître. À en croire le récit de Pierre-Louis, les élèves ne sont pas déçus. Son exposé était souvent entrecoupé d'interruptions pendant lesquelles les auditeurs avaient la faculté d'intervenir, ce qu'ils faisaient d'ailleurs rarement, tant les paroles du maître étaient documentées, précises et réfléchies. On assistait certains jours à un véritable dialogue du philosophe avec lui-même, et l'on se gardait bien alors de rompre le charme. Le lycée est un lieu de recherche, c'est un lieu très dynamique qui bénéficie notamment de l'importante collection d'ouvrages réunis par Aristote. Pendant les années, alors n'imaginez pas des codex, n'imaginez pas des livres carrés comme aujourd'hui, ce sont des rouleaux bien entendu de papyrus. Le philosophe est un curieux dans l'âme, je vous l'ai dit, il est insatiable, on est impressionné par la quantité, par la diversité de ses domaines de recherche et d'études. Il poursuit par exemple sa grande étude comparative des anatomies animales, il y décrit entre autres le système digestif des langoustes, mais oui, les pieds des singes ou même les mamelles des dauphins. Vous voyez qu'il va très loin Aristote, je vous dis qu'il est là dans l'observation du monde, un petit peu si vous voulez, dans un autre registre, ce que
le fera beaucoup plus tard Léonard de Vinci. On observe et on en tire le suc. Aristote est aussi le témoin éloigné des exploits d'Alexandre le Grand. Il apprend, à mesure que passent les années, qu'Alexandre est en train de conquérir le plus grand de tous les empires de l'histoire. Il s'en va comme ça très loin jusqu'à l'Indus. Je pense qu'Aristote aurait désapprouvé Alexandre sur plusieurs points. Sur sa brutalité quotidienne, ça c'est certain. Sur son désir d'élévation. Vous savez qu'il y a cette espèce de besoin d'aller toujours plus haut chez Alexandre. Sur son traitement des orientaux également, puisqu'il met les barbares exactement sur le même pied que les Grecs, ce qui n'aurait sûrement pas plu à Aristote. Bref, un certain manque de sagesse. On peut dire que l'enseignement d'Aristote n'aura pas réussi à pétrir totalement l'extraordinaire et impérieuse matière d'Alexandre. Après l'exécution du neveu d'Aristote par Alexandre 327, les relations cessent même totalement. Aristote, qu'il le veuille ou non, voit son destin néanmoins intimement lié à celui d'Alexandre, puisqu'au moment où Athènes apprend la mort du conquérant, donc en 323, la vie du philosophe ne peut une fois de plus que basculer. Il y a à ce moment-là une espèce de fort sentiment anti-macédonien. Évidemment, le philosophe est considéré comme l'ami d'Alexandre, que vous le vouliez ou non. Il peut s'attendre à être compromis par ses liens anciens et même plus récents. Il est à ce moment-là attaqué par un moyen détourné. On ressort un hymne qu'il avait écrit en l'honneur de son défunt ami Hermias, le tyran d'Atarnée, et on suggère qu'il s'est rendu coupable d'avoir divinisé un mortel. Ah, ça c'est grave à Athènes. Ces quelques vers valurent à Aristote une accusation d'impiété, nous dit Pierre-Marie Morel, accusation qui, s'ajoutant au climat politique défavorable, l'incite à quitter Athènes afin, aurait-il dit, d'éviter à la cité de commettre un second crime contre la philosophie. Le premier crime, ai-je besoin de vous le rappeler, c'était la condamnation qu'avait subie Socrate à boire la ciguë. Lorsqu'Aristote quitte Athènes, donc, pour l'île de Bé, il espère que l'orage va passer, qu'il pourra un jour revenir. Seulement, déjà, sa santé décline. Il n'achèvera pas sa quête de compréhension du monde. D'ailleurs, était-elle réalisable par un homme seul, même s'il était parfaitement génial? Aristote a le temps de veiller à sa succession. Il laisse un testament avant de mourir en 322, mais vous avez bien compris, et c'est une telle évidence, que son principal héritage est d'ordre intellectuel. Dans le Figaro Histoire, voilà ce que nous dit Jean-Louis Voisin. De son œuvre considérable, 1000 ouvrages, dit-on, il ne reste que la partie destinée à ses disciples, soit une trentaine de traités extrêmement variés. Souvent élevés au rang de dogme, les résultats de ces travaux encyclopédiques qui font descendre sur terre le monde platonicien des idées influenceront les philosophies hellénistiques et médiévales, et ces classifications de la pensée détermineront de façon décisive la philosophie occidentale, au moins je dirais beaucoup plus loin, je dirais le monde occidental. Les recherches d'Aristote vont en effet servir de fondement à toutes sortes de développements dans les disciplines les moins attendues, de la biologie à la théologie, de l'éthique à la rhétorique, en passant évidemment par la science politique. Aristote n'était pas tout seul, il avait de grands devanciers et d'admirables continuateurs. Ce sont eux que nous allons découvrir dans un instant avec François-Xavier Bellamy. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la Grèce éternelle avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez François-Xavier Bellamy, enseignant agrégé de philosophie, qui a participé au numéro 25 du Figaro Histoire, ce que nous devons à la Grèce. Oui, je suis en train de le feuilleter justement, ce numéro, toujours très bien fait, avec beaucoup de clarifications, avec énormément de petites biographies sur tous ces personnages que nous croyons plus ou moins connaître, mais que parfois nous avons aussi tendance à confondre, il faut bien le dire. Alors, François-Xavier ne s'est pas contenté de participer au numéro, il l'ouvre, si je puis dire, hein, c'est vous qui avez écrit l'introduction, et vous nous expliquez que ce qui s'est passé en Grèce quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est une révolution dont nous ne sommes toujours pas remis aujourd'hui.
C'est certain, on ne s'en est pas remis. Cette révolution, c'est ce qu'on pourrait appeler l'apparition de la pensée rationnelle. Vous parliez d'Aristote et de la façon dont Aristote a organisé, a distribué le système des savoirs tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Et Aristote avait parfaitement conscience d'être en train d'accomplir cette révolution qui, au fond, constitue le miracle du IVe siècle grec. Aristote disait que ses prédécesseurs, en particulier tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les philosophes présocratiques et qui déjà avaient manifesté une espèce de curiosité tout à fait nouvelle pour le monde qui les entourait, ses prédécesseurs, disait Aristote, sans aucune condescendance, n'avaient pu que balbutier. Ils avaient parlé, mais un peu en désordre, un peu dans le vague, alors qu'Aristote, au contraire, tente de fonder une espèce de clarté dans la distribution des sciences rationnelles. Alors, plus de 1000 ouvrages, qui étaient d'une importance et d'un développement différent, bien entendu, mais enfin, plus de 1000 ouvrages, un savoir encyclopédique, une compréhension presque infinie du monde. Est-ce qu'Aristote n'avait pas l'impression lui-même d'être un peu un surhomme, quand même, par rapport à tous ceux qui l'avaient précédé et qui n'avaient accompli que des travaux très parcellaires comparés aux siens? Alors effectivement, Aristote avait conscience d'être en train de vivre un moment décisif de la pensée, de l'histoire de la pensée. Il organisait le savoir, en fait. Et il avait le sentiment qu'il fallait apporter à cette curiosité qui traversait la Grèce déjà depuis un siècle en fait, et même probablement plus en fait. Il avait le sentiment qu'il était nécessaire de lui apporter cette clarté, cette distinction qui allait marquer et qui marque aujourd'hui encore nos grandes disciplines de la pensée. C'est très important de se rendre compte qu'Aristote a été l'un des fondateurs de la biologie, vous l'avez dit, de la physique, pour dire autrement, de toutes les disciplines que nous étudions encore aujourd'hui dans leur dimension la plus scientifique. Eh bien, ces disciplines, elles ont été en quelque sorte distinguées et même parfois pour certaines d'entre elles nommées à ce propos, par Aristote. Via Twitter, Hubert nous pose une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui dit « Aristote, quelle influence sur Jésus et sur le christianisme ?» Alors sur Jésus, c'est évidemment cette influence, elle peut difficilement être matérialisée. Sur le christianisme, en revanche, l'influence est décisive. D'abord pour le développement du christianisme, parce que la philosophie grecque a préparé la voie à Rome à la christianisation du monde, parce que la philosophie grecque, précisément par son exigence de rationalité, a constitué les premiers prémices de l'effondrement du polythéisme antique. Au fond, la philosophie grecque, c'est le passage du mythos, du mythe, au logos, à la raison. Et le christianisme apparaît comme une façon de répondre à cette exigence rationnelle. C'est une religion beaucoup plus rationnelle que les polythéismes très anthropomorphiques. C'est une religion qui envisage la rationalité, qui l'intègre en quelque sorte. C'est ça, c'est ce qui fait sa différence avec un certain nombre des religions précédentes. Effectivement, et qui sans doute la satisfait plus dans la mesure où, avec le travail d'un Paul, par exemple, de saint Paul, la religion chrétienne, la révélation chrétienne a dès son point de départ, cette exigence de satisfaire à ce que la raison peut demander d'explications pour fonder son adhésion religieuse. Ce qui se passe en Grèce, nous dites-vous, c'est le remplacement du mythos par le logos. Ça se passe à peu près à quel moment, ça ? Est-ce qu'on peut le dater historiquement ? C'est très difficile de le dater historiquement. Il y a un événement décisif pour ça qui est la découverte du linéaire B, la première tentative des Mycéniens, la langue mycénienne qui était la langue de la civilisation mycénienne avant qu'elle ne s'effondre. Le linéaire B nous a permis de comprendre qu'en fait la civilisation mycénienne était en fait déjà une civilisation grecque. Et quand l'écriture réapparaît cette fois-ci sous l'alphabet grec que nous connaissons, eh bien on voit qu'un renversement s'est opéré. Un renversement qui est d'abord politique. Dans la civilisation mycénienne, celui qui est au centre de l'organisation sociale, c'est le roi religieux. Et ce roi religieux arbitre tout, il possède tous les pouvoirs aussi bien temporels que spirituels, et il arbitre tout en étant en quelque sorte en connexion avec les dieux. Par conséquent, il n'y a rien à demander de façon rationnelle, la raison n'a rien à dire, la délibération n'a pas de place. Et quand l'écriture réapparaît, alors l'organisation sociale s'est complètement transformée. Désormais, le système, c'est celui de l'archontat, et les archontes sont élus. Et s'ils sont élus, c'est qu'il y a une délibération, c'est qu'il y a donc une réflexion qui précède leur élection. Et désormais, le rapport au monde n'est donc plus gouverné simplement par une espèce de croyance dans la toute-puissance de ce roi central, mais le rapport au monde est gouverné par ce qu'Aristote a illustré comme personne d'autre, par la nécessité de la délibération rationnelle, de la discussion, par la nécessité de ce qu'Aristote appelait la prudence. Au fond, le monde est compliqué et il faut réfléchir avant de décider, et cette réflexion va s'étendre petit à petit à tout le rapport au monde, non pas seulement celui qui concerne la politique, c'est-à-dire la façon dont nous nous organisons en commun, mais aussi la façon dont nous tentons de comprendre le monde. Et désormais, il ne s'agit plus seulement de recevoir la compréhension que nous avons du monde d'un mythe qui nous est raconté par les générations qui nous ont précédés, mais de soumettre ce rapport au monde à une interrogation rationnelle. Alors ça suppose d'en avoir les instruments, d'en avoir les moyens. On va notamment apprendre à argumenter. On va créer la fameuse rhétorique qui aura un rôle important dans l'émergence d'une philosophie.
un rôle décisif, même si la philosophie est née paradoxalement en opposition avec une forme de rhétorique. C'est-à-dire que dans le champ de la politique, la maîtrise du langage suscite une forme d'ivresse. Oui, faut convaincre. On se dit c'est une chose fabuleuse. Le langage que nous avons découvert dans ses potentialités infinies permet de faire retourner une assemblée dans un sens ou dans l'autre. Et évidemment, dans le champ politique et judiciaire apparaissent ces figures de la Grèce antique qui seront l'autre des philosophes, c'est-à-dire les sophistes. Le sophiste, c'est celui qui se fait payer pour apprendre à quelqu'un à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est l'avocat. Le sophiste, c'est évidemment l'ancêtre de l'avocat, bien sûr. C'est celui qui notamment va vous écrire vos discours quand vous êtes mis en accusation devant un tribunal pour que vous sachiez non pas montrer la vérité, mais à tous les coups émouvoir votre auditoire. Exactement. Et Socrate renonce d'ailleurs à faire usage de la sophistique quand il est lui-même mis en accusation. Il se présente tout seul à la barre, pourrait-on dire, sans avocat, et il dit « Cherchons ensemble la vérité ». Parce que la philosophie tente de retourner la rhétorique contre elle-même et de montrer que le langage, et c'est ça la grande découverte, peut dire le vrai. Que le langage peut dire la vérité, que le langage peut toucher la réalité. Et c'est là la cause d'une espèce d'aventure extraordinaire qui ne s'est pas terminée jusqu'à aujourd'hui. Cette expérience que Parménide découvre bien avant Socrate encore, en disant qu'au fond c'est la même chose que la parole et l'être. La parole dit ce qui est. Verbe essentiel, fondateur de cette Exactement, discipline. le poème de Parménide qui est comme une sorte de charte éthique pour l'emploi de la parole. Parménide qui écrit, c'est l'un des fragments de ce poème que l'on a conservé. La voie de la sagesse est la suivante: l'être est, le non-être n'est pas. De l'être tu ne diras pas qu'il n'est pas, du non-être tu ne diras pas qu'il est. Au fond, tenter de dire avec les mots ce qui est et refuser de faire semblant de dire ce qui n'est pas, c'est la clé de l'aventure philosophique. To be or not to be, il se trouve que justement nous allons bientôt parler de Shakespeare à ce micro à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Nous sommes avec François-Xavier Bellamy cet après-midi, un autre philosophe des temps modernes cette fois. Et si vous le voulez bien, dans les minutes qui nous restent maintenant, François-Xavier, nous allons nous concentrer sur ces trois pères de notre philosophie que sont donc Socrate, Platon et Aristote. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h15. Un extrait de la bande originale du film Zorba, le grec, le film de Michael Kakoyannis à l'instant sur Europe 1, parce que nous sommes au cœur de l'histoire de la Grèce éternelle avec les trois grands philosophes dont vous allez nous parler dans un instant. Franck Ferrand avec votre invité François-Xavier Bellamy, enseignant agrégé de philosophie qui a participé au dernier numéro du Figaro Histoire intitulé « Ce que nous devons à la Grèce ». Oui, alors ça c'est l'autre Grèce que vous entendez, vous êtes bien conscient. Mais je peux vous dire que si on vous avait passé des essais de reconstitution de musique antique, nous n'aurions plus beaucoup d'auditeurs à l'heure qu'il est, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que nos oreilles ne sont pas habituées du tout à ces espèces de, comment dirais-je, d'harmonie très bizarres. Et évidemment, ça n'est plus possible. Donc on a pensé que vous faire une petite balade dans la Grèce moderne n'était pas déplaisant non plus. Alors, c'est Julien qui nous demande via Facebook pourquoi il ne reste pas plus de traces des écrits d'Aristote. Alors, au-delà d'Aristote, on pourrait dire de tous les grands auteurs de l'Antiquité, François-Xavier Bellamy. Il en reste quand même pour Aristote beaucoup, pas mal par pour ce rapport à beaucoup d'autres auteurs. On peut penser à tous les philosophes présocratiques qui ont précédé Socrate, dont nous n'avons gardé que très peu d'écrits, parfois quelques très courts fragments, qui sont la seule clé d'ouverture vers leur pensée. Aristote, nous n'avons pas tout gardé, bien sûr, mais nous avons gardé quand même un corpus très important qui était notamment composé de... Vous savez que les textes d'Aristote étaient divisés en deux parties. Il y avait les écrits ésotériques et les écrits exotériques, ceux qui étaient pour la classe, pour l'école, pour les élèves du lycée, et ceux qui étaient au contraire destinés à un enseignement public. Nous avons gardé une partie conséquente de ces textes, mais c'est vrai que l'histoire est quand même lointaine, et c'est un vrai miracle d'ailleurs que l'histoire des écrits d'Aristote, qui, comme vous le savez sans doute, ont disparu pendant des siècles avant de réapparaître à la faveur avant de nous revenir en boomerang. Exactement. Et la redécouverte d'Aristote par le second Moyen-Âge est vraiment au cœur pour le coup de notre histoire la plus contemporaine, la plus récente. Toujours via Facebook, Maxime nous demande de bien préciser que une grande partie des théories d'Aristote, dans cet empirisme que je décrivais tout à l'heure, sont des théories fausses, qui se sont révélées fausses à l'usage. Ça, il faut le dire, effectivement, qu'on n'est pas... dans sa quête de vérité, Aristote s'est parfois trompé, incontestablement, notamment en biologie.
Alors oui, et en même temps, ce qui est très frappant, c'est de voir d'abord que sur le plan de la philosophie, Aristote est toujours un auteur extraordinairement discuté. Et d'ailleurs, le XXe siècle et la seconde moitié du XXe siècle a été l'occasion d'une vraie réactualisation de la pensée aristotélicienne à travers l'œuvre de Martin Heidegger, par exemple. On peut penser aussi à Hannah Arendt, qui était vraiment presque une néo-aristotélicienne. Et puis, dans les autres disciplines, il faut faire bien attention à deux choses. La première, c'est qu'il y a des intuitions aristotéliciennes qui sont restées d'une incroyable pertinence aujourd'hui et qui méritent là aussi d'être discuter à leur juste mesure. On peut penser notamment à toute la vision qu'Aristote avait de la nature, et c'est très intéressant pour nous qui redécouvrons la nature aujourd'hui dans l'ordre de l'écologie. Aristote nous disait que dans la nature, il y a un ordre, qu'il y a un équilibre, que la nature ne fait rien en vain, que la nature ne fait rien pour rien. Et la biologie aristotélicienne est tout entière organisée autour de cette idée que dans la nature, tout a un sens au fond. Alors bien sûr, cette idée en tant que telle nous paraît un peu dépassée. Nous avons été pendant très longtemps mécanistes en physique ou en biologie. Nous avons pensé qu'au fond, les choses se faisaient un peu par hasard. Et c'est peut-être à cause de ça que nous avons parfois perturber la nature, et peut-être il faudrait revenir à une forme de sagesse aristotélicienne. Dans la nature, tout a un ordre. C'est l'étonnement merveilleux d'Aristote dans les parties des animaux qui nous dit, si vous ouvrez, si vous disséquez un animal, si vous regardez comment est fait un végétal, c'est comme rentrer dans une œuvre d'architecture merveilleuse. Tout a une harmonie, un équilibre, tout a un sens. Et Aristote employait ce mot d'Héraclite. Évidemment, c'est parfois un peu dégoûtant quand on ouvre un animal en deux pour le disséquer. Mais il y a des dieux aussi dans la cuisine, disait Héraclite. Il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de merveilleux dans le plus simple organisme vivant. La nature est faite de cette harmonie qui se révèle à nous et qui mérite d'être contemplée. Et là aussi, y compris dans les travaux de l'écologie la plus récente, y compris du point de vue de la biologie la plus contemporaine, nous apprenons à redécouvrir cette intuition aristotélicienne qui n'est pas du tout si périmé que cela. Donc, cher Maxime, Aristote n'est pas dépassé, loin de là même. Alors, je voudrais pas que nos auditeurs s'imaginent que ce numéro du Figaro Histoire est intégralement consacré à la philosophie. On y parle d'architecture, bien entendu, il est merveilleusement illustré, hein, donc on a beaucoup d'œuvres d'art, on y parle de cette guerre entre Athènes et Sparte, on y parle de Périclès notamment, personnage on pourrait presque dire d'une modernité sidérante, Périclès, et qui nous fait beaucoup penser à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, on y parle de théâtre, bien entendu, de mythologie, enfin de tout ce qui a fait cette Grèce extraordinaire et de tout ce qui en a fait le berceau de notre civilisation. Mais puisque vous êtes là, François-Xavier Bellamy, continuons à parler philosophie et venons-en peut-être à celui qui a marqué la grande rupture, et son nom a déjà été presque malgré nous prononcé un certain nombre de fois depuis le début de cette émission, c'est Socrate, bien entendu. Socrate, alors là, nous sommes au cœur de ce paradoxe qu'évoquait votre auditeur. De Socrate, nous n'avons évidemment aucun écrit, puisque Socrate n'a pour le coup jamais rien écrit. C'était vraiment un choix volontaire de sa part, un choix délibéré. Nous ne connaissons Socrate que par l'intermédiaire de son élève, le plus connu, sans doute le plus important, c'est-à-dire Platon. Quand on y pense d'ailleurs, quel enchaînement incroyable, de Socrate à Platon à Aristote, c'est vraiment cette triade qui fait le point de départ de la philosophie. Socrate, c'est vraiment effectivement le moment décisif de la constitution de cette approche intellectuelle qu'on appelle la philosophie. Nous sommes, et tout est lié dans ce numéro du Figaro Histoire, nous évoquons bien sûr ce contexte et ce climat. Nous sommes en plein milieu de la guerre du Péloponnèse, dans une période de grande crise, et peut-être d'ailleurs la philosophie a-t-elle son actualité particulière dans les moments de crise où on est un peu désorienté. Eh bien, dans ce moment de grande crise, Socrate est un citoyen d'Athènes qui n'est pas connu pour avoir une compétence ou une expertise particulière, et Socrate, au contraire, faisant d'une certaine façon aveu d'ignorance, aime à rencontrer ses contemporains et à les interroger sur le sens de leurs propres opinions. Historiquement, vous parlez d'une crise, il faut dire que Athènes est mal en point quand même, hein. Elle sort très affaiblie de la période de Périclès, justement, elle a perdu sur à peu près tous les tableaux, elle recule stratégiquement, elle recule économiquement, la société vacille sur ses bases, et l'on cherche en quelque sorte un bouc émissaire. On se dit, mais d'où vient cette décadence? Pourquoi allons-nous si mal? Eh bien, à cause de Socrate. De quoi l'accuse-t-on au vrai? On accuse Socrate de ce dont on accusera Aristote quelques décennies plus tard. Quelques décennies plus tard, on accusera Aristote comme Socrate d'avoir été impie, de s'être montré irrévérent envers les dieux. Et pourquoi cette irrévérence? Parce que précisément le travail de Socrate consiste à interroger, à s'étonner, comme le dira Aristote. Interroger
poser des questions, c'est aussi toujours remettre en question, bien sûr. Et Socrate, dans la conversation qu'il entretient avec ses semblables, Platon nous le montre sans cesse, faisant preuve d'une espèce d'ironie permanente, cette ironie socratique qui fait que là où nous avons des certitudes parfois trop bien installées, Socrate nous renvoie au vertige de l'étonnement. Au fond, est-ce que les choses sont si simples que nous les croyons parfois ? Et dans un monde de grandes déclarations faciles, dans un monde de grandes certitudes installées, Socrate aime réveiller ses contemporains en leur faisant sentir parfois ce qu'ils affirment avec tant de soin mérite d'être réinterrogés. Il faut savoir que sa mère était accoucheuse. Donc ça l'a peut-être inspiré, puisque... Comme la mère d'Aristote d'ailleurs. Oui, c'est quand même intéressant de voir Socrate ça. présentait sa discipline comme un travail de maïeutique, c'est-à-dire Socrate était un enseignant très particulier. Faut dire ce que c'est, oui, que la maïeutique. La maïeutique, c'est le travail des sages-femmes, c'est la science des sages-femmes, c'est-à-dire la capacité à faire accoucher les gens. Et Socrate dit, voilà, ma mère faisait accoucher des enfants, moi j'aide les hommes à faire sortir la vérité qu'ils portent en eux. Parce que le présupposé socratique, c'est que nous avons tous une capacité très étonnante à connaître la vérité, à reconnaître la vérité. Tout se passe comme si nous portions en nous le vrai, mais que nous ne savions pas toujours l'exprimer, parce que le vrai est recouvert en nous par le fracas des opinions, le tumulte des désirs, des passions, des fausses certitudes installées. Et donc il faut, par le travail des questions, de l'interrogation, de l'examen sans cesse renouvelé, nous obliger à aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette vérité que nous portons en nous. Et cette intuition, là encore, elle est d'une certaine façon indépassable. Toute la philosophie devrait redevenir cette maïeutique. Eh bien, même si parfois les philosophes ont été tentés d'adopter la position d'expert, le philosophe n'est pas un expert, ça n'est pas un savant, c'est au contraire celui qui, par le travail de l'examen, vient contribuer à faire advenir le vrai qui est au fond de toute pensée. Alors il faut imaginer à quoi il ressemble concrètement. Pardon, c'est l'historien qui ramène toujours tout sur le plancher des vaches, François-Xavier Bellamy. Mais Socrate était quand même avait cette espèce de face simiesque. Il était un peu difforme, il était toujours malatifé. Il se baladait un petit peu comme un clochard, comme ça dans les rues. Il abordait les gens, il se mettait à parler avec eux. Il devait beaucoup déranger. Socrate est effectivement à la fois un bon citoyen d'Athènes. Il s'est battu pour son pays, il s'est battu pour Athènes, même pour sa cité. Même s'il n'a pas toujours respecté les ordres qui lui ont été prescrits, parce précisément par amour de la vérité. Voilà. Socrate avait refusé dans le cœur de la guerre du Péloponnèse certaines dérives démagogiques qui étaient liées à une forme d'exaltation dans la guerre. Mais Socrate s'est battu avec courage pour Athènes. Il a toujours professé un grand amour d'Athènes. Il a refusé d'ailleurs de s'exiler, ce qu'il aurait pu faire plutôt que de subir la peine de mort. Il aurait pu partir au loin. Socrate se considérait comme un fils d'Athènes. Il ne voulait pas s'en aller. Et pourtant, évidemment, il était très différent de ses semblables. Dans un monde qui était fasciné par les apparences, par la beauté physique et esthétique, Socrate ne montrait aucune espèce de souci pour l'apparence. Ce qui comptait pour lui, c'était le fond de l'âme. Il valait mieux infiniment pour Socrate avoir une âme belle, cultiver son âme, plutôt que de cultiver son extérieur physique. Dans le magazine, on le voit portraituré par Fabien Clairefonds, et il porte à la main la coupe de ciguë. Il s'apprête à boire le poison. Pourquoi n'a-t-il pas choisi l'exil ? Pourquoi ne s'est-il pas en quelque sorte évadé ? Pour deux raisons qui sont racontées d'ailleurs par Platon dans un dialogue très émouvant qui s'appelle le Criton. Dans le Criton, Socrate a été condamné à mort et il reçoit ses amis dont Criton qui ont un peu d'argent et qui lui disent « Viens, on a corrompu le gardien, on s'en va, on t'emmène et on va te mettre en lieu sûr. » Mais Socrate refuse pour deux raisons. D'abord parce qu'il veut examiner ce choix et il considère qu'il n'est pas juste de venir frauder les lois de la cité quand on leur a obéi pendant si longtemps et quand on en a bénéficié pendant si longtemps. Si les lois me sont aujourd'hui défavorables, je dois leur obéir comme quand elles m'étaient favorables, dit Socrate. Et deuxièmement, parce que partir, ce serait renoncer à la philosophie. Ça supposerait de rester discret, de se terrer, de se taire. Et Socrate refuse de se taire. Il vaut mieux vivre dans la vie authentique de l'esprit et mourir dans une vie authentique de la conscience qui, dit Socrate, nous promet au fond une éternité nouvelle que de vivre dans une espèce de mort intellectuelle qui serait le signe d'une forme de renoncement à la liberté, à la lucidité de l'intelligence. Parmi ceux qui ont assisté à ce suicide obligé de Socrate figurait Platon, bien entendu. Et non. Platon n'était pas là, Platon était malade. On lui a raconté en fait. C'est le grand drame, c'est le début du Phédon, l'un des textes les plus émouvants de Platon, le troisième discours de cette première période, c'est-à-dire celui qui raconte la mort de Socrate. Et Platon croise Phédon et il demande à ceux qui étaient les témoins de la mort de Socrate de lui raconter cet épisode. C'est sans doute l'une des grandes blessures dans la vie de Platon, de n'avoir pas pu être présent à la mort de ce maître qu'il avait tellement marqué. Alors lui-même n'était pas un très bon citoyen, si je puis dire. Il avait envers la démocratie athénienne beaucoup de réserves à émettre, Platon.
Platon n'était pas un très grand démocrate. Il faut dire que Platon ne vit pas la meilleure période de la démocratie athénienne, c'est clair. Nous sommes après la fin de la guerre du Péloponnèse, dans ce premier déclin d'Athènes, et Platon se méfie beaucoup de la démocratie parce qu'il voit la démocratie comme le lieu où justement on agite les passions populaires sans servir la vérité ni servir le bien. Pour Platon, il vaudrait mieux que le philosophe qui a le sens de la vérité prenne le pouvoir et règne sans partage, quitte à mentir d'ailleurs au peuple pour garantir son pouvoir. C'est pour le bien de la cité qu'il faut que le philosophe règne. La figure du philosophe roi, c'est la grande figure platonicienne qu'Aristote viendra battre en brèche, parce que là aussi, Aristote est un contradicteur de Platon qui a été son maître, comme Platon lui aussi s'est éloigné de l'enseignement de Socrate. Il faut dire qu'à Syracuse, Platon s'est essayé à la mise en pratique de ces belles théories, que ça n'a pas été un grand succès. Ça c'est sûr, et c'est d'ailleurs une forme de douleur aussi dans la vie de Platon de n'avoir pas pu vivre vraiment l'expérience politique dans laquelle il voyait un accomplissement de la vie philosophique. Pour Platon, la vie politique c'était le service que le philosophe doit rendre à la cité, et les difficultés qu'il a rencontrées sur ce chemin, autant que ses choix parfois erratiques, sont d'ailleurs sans doute pour une bonne part dans la façon dont Aristote lui aussi a réinterprété le sens de ce que devait être un engagement politique authentiquement philosophique. Pour Aristote, la vie est compliquée, la vie politique est très complexe et on ne peut pas la régler uniquement avec de grands principes et de grandes idées. Il faut être un homme prudent. La phronésis aristotélicienne, c'est la capacité à prendre en compte le clair-obscur de ce que Aristote appelait le monde sublunaire, c'est-à-dire ce monde un peu chaotique et compliqué, ce monde parfois confus et incertain dans lequel nous vivons ici-bas. À vous écouter, François-Xavier Bellamy, je me dis que ceux qui seront ce soir à la salle Gaveau ont beaucoup de chance. Merci beaucoup d'avoir feuilleté avec nous ce numéro du Figaro Histoire. Alors, on ne parle pas que de la Grèce, néanmoins, dans ce numéro. Il y a un très beau portfolio sur l'exposition de Fontainebleau, là, sur les résidences de Louis XV. Ça s'appelle Les vacances de Louis XV et c'est formidable. Moi, ça ne peut que me plaire, évidemment. Et puis, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le grand article qui remet un peu les pendules à l'heure à propos de la célèbre bague, comme on dit, de Jeanne d'Arc, qui n'était pas une bague, mais qui est un anneau, en fait, qui a été acheté par la Fondation du Puy du Fou, et dont certains ont cru pouvoir dire qu'elle n'était pas authentique sans connaître le dossier. Eh bien, les choses sont dites et bien dites dans ce numéro. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Grâce à vous, nous avons l'impression d'ouvrir des horizons, nous avons l'impression d'être d'un seul coup beaucoup plus sages. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donne les origines de l'expression « aller au violon ». L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. À l'abus d'alcool. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Thierry sur le site internet europe1.fr. Il voudrait connaître l'origine de l'expression « aller au violon » pour dire « aller en prison », bien sûr. Oui, alors d'ailleurs, c'est pas tout à fait en prison. Dans l'argot du milieu, le violon, c'est la cellule qu'on utilise dans les postes de police pour les incarcérations provisoires. Alors pourquoi le violon ? Il y a plusieurs explications, comme souvent, vous savez. On dirait mettre au violon, semble-t-il, parce que dans certains lieux de détention, une personne devant passer du temps en cellule pouvait être autorisée pour se distraire à jouer de cet instrument. Vous avouerez que c'est pas très convaincant, ça, comme explication. Il y en a une autre qui nous dit que l'expression mettre au violon dériverait d'une expression médiévale qui était mettre au psalterion. Le psalterion, c'est une sorte de cithare qui pouvait notamment servir à rythmer des chants religieux, des psaumes, qui étaient souvent des chants de pénitence. Et parfois, le mot psalterion aurait été utilisé pour désigner le psautier lui-même. Donc, en disant mettre au psalterion, on aurait voulu dire envoyer quelqu'un faire pénitence. Voilà, ça aurait été l'explication. Je vous avoue que, comme très souvent, j'aurais plutôt tendance, pour ma part, à me ranger à l'avis d'Alain Ray, dont le dictionnaire historique de la langue française est une inépuisable mine. Voilà ce que nous dit Alain Ray, sans pour autant se prononcer avec certitude, parce qu'il est prudent, ce monsieur. Ça viendrait, nous dit-il, cette expression aller au violon, ça viendrait de la similitude entre les barreaux de la prison et les cordes tendues de l'instrument de musique. Ah oui, là, d'un seul coup, ça prend une dimension imagée, poétique, et donc, que vous le vouliez ou non, plus convaincante.